Bonjour, vous êtes les bienvenus à cette séance de travaux dirigés qui entre dans le cadre d'une formation à distance et qui concerne bien évidemment la transformation ou bien les transformations du Fourier. Donc, je commence par un exercice sur la transformée de Fourier d'une fonction gaussienne centrée. Donc, c'est-à-dire, on doit démontrer que la transformée de Fourier d'une fonction gaussienne de largeur sigma, c'est ce qu'on appelle l'écart type, est toujours une fonction gaussienne, mais d'une autre largeur qui est 1 sur l'écart type. Donc, je prends cette fonction ou ce signal gaussien, il est donné par l'expression suivante, t0 c'est l'instant t égale à 0. Là, je vais prendre une gaussienne centrée, c'est-à-dire mon signal gaussien sera la forme suivante. Donc c'est ça ce que je vais calculer, la transformée de Fourier. Donc il y a deux méthodes, il y a la méthode directe et il y a la méthode des équations différentielles. Bon, la méthode des équations différentielles, c'est purement mathématique, hein, c'est un tout petit peu compliqué. Ce qu'on va faire, nous, on va faire la méthode directe. C'est-à-dire, on va appliquer l'intégrale de ce signal-là fois le terme de Fourier exponentiel. Donc c'est ce que nous allons faire. Allons-y. Donc, tout d'abord, je trace un petit peu la fonction gaussienne pour donner une idée sur son allure. Donc là, c'est un petit programme fait par MATLAB et qui concerne cette forme gaussienne, mais pour plusieurs valeurs d'écart type. Donc, si je fais ça, si j'exécute ce programme-là, je trouve voilà le signal gaussien avec ces trois valeurs d'écart type. Donc, je vois bien que l'écart type, ça représente la largeur de la réponse. Écart type 1, écart type 2, écart type 4. Maintenant, je commence le calcul. Donc, je vais appeler G de f, c'est la transformée de Fourier de la fonction gaussienne. Et donc, j'applique cette relation-là. C'est l'intégrale de G de t l'exponentielle moins J de pi f de t d de t. Et là, je remplace G de t par son expression. D'accord? Donc, je rassemble les termes exponentiels entre eux. Voilà. Et là, je vois que j'ai un début d'une identité remarquable de la forme a carré plus 2ab. J'essaie de trouver le b au carré. Donc, je laisse le t carré sur 2 sigma carré. Je laisse le 2t sur sigma racine de 2, c'est le a. Et j'essaie de retrouver le b. Voilà. Donc, j'ajoute le b au carré. Et là, je retranche. Là, il y a une erreur. Normalement, c'est moins. Donc, désolé, il y a un signe moins. C'est un problème de copier-coller. Donc là, je laisse, on va dire, le moins de chaque côté. D'accord? Et on peut faire sortir ce terme ici, puisqu'il ne dépend pas du temps, il dépend de fréquence. Et là, je construis la forme a carré 2a plus 2ab plus b au carré, ce qui est l'intégrale de exponentielle moins a plus b au carré. Et là, je vais faire un changement de variable. Je prends u égale à t sur sigma racine de 2 plus sigma racine de 2j fois pf. Je calcule le jacobien, dérivé de u, d'accord, par rapport à t comme variable. Et donc, je me retrouve avec la nouvelle forme, d'accord. Et là, c'est une intégrale de Gauss qui est connue. L'intégrale de l'exponentielle mu au carré de 2i, c'est une forme gaussienne. Pour ça, c'est une forme gaussienne qui admet comme valeur racine de pi. Et donc, je remplace l'intégrale par sa valeur là, et je me retrouve avec exponentielle plus cette quantité. Et ça, si je mets le j au carré, ça va donner un signe moins. Et ça, c'est une fonction gaussienne. Donc, ça va nous donner l'exponentielle de moins j 2 pi au carré f au carré fois sigma au carré. Et ça, c'est une fonction qui est gaussienne. Si je trace cette fonction-là, je trouve que c'est vraiment
une forme qui ressemble à celle du domaine temporel, sauf que la largeur va changer. Donc là, pour la tracer, on doit appliquer la commande sur MATLAB FFT, transformée de Fourier rapide. Mais c'est une transformation qui est dans le domaine, on va dire, domaine discret. Maintenant, calculons la transformation de Fourier de l'impulsion de Dirac. Donc, je fais un petit rappel. Soit f et g de fonctions, on appelle produit scalaire de f par g, la quantité définie par, hein, c'est ça le produit scalaire, c'est une intégrale du produit f de t, g de t. Donc l'impulsion de Dirac, on l'a définie dans le cours comme étant le produit à partir du produit scalaire et l'effet qu'il a sur un signal s de t, c'est-à-dire qu'il le ramène à l'instant t égale à 0. On va profiter de cette relation-là pour chercher l'impulsion de Dirac. La Fourier de Dirac, c'est une intégrale du même signal qui est le delta de t fois l'exponentielle. Et là, je vois que c'est un sort de produit scalaire, hein, d'après l'écriture. Je fais la comparaison avec celle-là. C'est un produit scalaire entre delta de t et l'exponentielle. Donc, qu'est-ce qu'il fait delta de t sur l'exponentielle? Il va le ramener à l'instant t égale à 0. Donc, ça va nous donner égal à 1. Maintenant, on va utiliser ce qu'on appelle la propriété de dualité. C'est une propriété qui permet d'obtenir facilement de nouvelles paires de transformés de Fourier à partir des paires déjà connues. C'est-à-dire, je vais faire le basculement entre domaine temporel, domaine fréquentiel et domaine temporel. Donc, c'est-à-dire, si je suppose que S de t a pour Fourier S de f, alors je prends le signal S, mais je lui applique la variable t, ça va nous donner S de moins f. Donc c'est ça la propriété de dualité. Donc ça se démontre. Donc ça se démontre facilement. On va essayer d'utiliser cette propriété que vous voyez. On va l'appliquer ici pour dire que si delta de t a pour Fourier 1 dans le domaine fréquentiel, alors 1 dans le domaine temporel, ça va nous donner delta de moins f, et comme delta de moins f égale à delta f, c'est-à-dire que, on va dire que lorsque la transformée de Fourier de delta égale à 1, donc même la transformée de Fourier de 1, ça donne un delta. Exercice 3. Transformation de Fourier du signal sinus. Donc je calcule la transformée de Fourier de signal sinus. C'est une intégrale du même sinus fois le terme Fourier. J'applique la relation qui relie le sinus avec les formes exponentielles, la forme de l'air. Ça nous donne, je remplace sinus par son expression. J'essaie de faire sortir le de j et j'essaie de rassembler les exponentielles entre eux. Donc là, j'ai séparé entre les transformés de Fourier. Et là, j'ai factorisé avec les termes qui sont communs. Donc je me retrouve avec exponentielle moins de ce côté-là, c'est f moins f0, et de ce côté-là, c'est f plus f0. Donc j'ai fait apparaître le 1 pour voir ces expressions comme étant des transformés de Fourier de 1, mais à une fréquence f moins f0. Et là, c'est une transformée de Fourier de 1, mais à une fréquence f plus f0. Donc c'est ce que j'ai mis comme variable. Je prends f moins f0, c'est f', f seconde, c'est f plus f0, et je change un petit peu l'écriture par les nouvelles variables. Voilà. Et là, je vois que c'est la transformée de Fourier de 1 pour la fréquence f', et c'est la transformée de 1 pour la fréquence f seconde. Je n'oublie pas le terme 1 sur 2j. Donc ça nous donne 1 sur 2j delta de f' moins delta de f seconde. Et là, je reviens en arrière vers mes vraies variables. Donc ça nous donne 1 sur 2j delta de f moins f0 moins delta de f plus f0. Exercice numéro 4. Cette fois-ci, c'est pour le cosinus. C'est la même opération. Je veux calculer la transformée de Fourier du cosinus. J'applique la relation de calcul de Fourier. Je remplace cosinus par la formule de l'air. Je me retrouve avec cette nouvelle écriture. D'accord? Je fais sortir le 2, le 1,5.
et j'essaie de rassembler entre les exponentielles. Donc, je me retrouve avec la nouvelle forme. Là, je factorise avec des termes communs. Donc, voilà, c'est la même méthode. Je fais le même changement. D'accord? Le même changement. Et là, je vois bien que c'est comme je calcule la transformée de Fourier de 1 à la fréquence f'. La transformée de Fourier de 1 à f seconde. Donc ça va donner 1 demi delta de f' plus delta de f seconde. Et si je reviens en arrière vers les variables initiales, je remplace f' par sa valeur, f seconde par sa valeur, et là j'obtiens 1 demi delta de f moins f0 plus delta de f plus f0. Et ça, c'est la transformée de Fourier d'un signal cosinus. Donc, pour un signal sinus, j'ai 1 sur 2j, mais j'ai la différence ici. Et pour un cosinus, c'est 1 demi, mais ici, j'ai la somme. C'est-à-dire, à chaque fois que vous avez un signal périodique, votre signal périodique, on peut le décomposer en cosinus et en sinus, parce que la transformée Fourier de sinus et de cosinus, ce sont des impulsions de Dirac. C'est la raison pour laquelle, lorsque nous avons un signal qui est périodique, forcément que la transformée de Fourier de ce signal périodique sera uniquement une série d'impulsions de Dirac de tailles différentes. Quelles sont les tailles? C'est les poids A0, A1, A2 ou bien B0, B1. Mais comme j'ai dit dans le cours, il n'y a pas de sinus, on va se ramener toujours à des formes de type AN cosinus de PN de PN F0 plus phi, c'est-à-dire la forme générale avec cosinus. Et là, toujours, je dois essayer de se ramener vers ces formes-là. Donc, automatiquement, vous avez un signal périodique. C'est une décomposition en sinus et cosinus, ou bien en cosinus. Forcément, c'est que lorsque je passe dans le domaine spectral ou fréquentiel, le résultat, c'est que j'ai que des impulsions de Dirac. Donc voilà la première série d'exercices. Rendez-vous à la deuxième série. Donc j'attends vos remarques, vos commentaires. Hein, ils sont les bienvenus. Et merci pour votre attention.